Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast Parlons Vêtements de mai 2022 pour débattre de la mode et du vêtement. Je suis Christophe et je suis entouré aujourd'hui de Nawel, salut Nawel. Salut. De Benoît. Bonjour Christophe. David. Bonjour. Jérôme. Salut. Et Jordan à distance, toujours à Bordeaux. Salut Jordan. Salut. Allez, générique. Non, c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction C'est esthétique? très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, vous comprenez pas. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles mais je comprends pas. C'est la défaite du style. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. De commencer le podcast. Avant de commencer ce podcast, ne soyez pas surpris d'entendre quelques bruits de perceuses. Nos voisins nous font le plaisir d'être en travaux. Vous inquiétez pas, ça va passer. Alors, on va commencer par un voyage. Un voyage outre-Atlantique dans un premier temps. Il faut savoir que chez Bonne Gueule, nous nous intéressons à la mode et aux vêtements dans différents pays. Royaume-Uni, Italie ou encore Japon. Et là, effectivement, on va aller dans le pays de l'oncle Sam. On a fait un sujet récemment pour parler des marques qui nous faisaient aimer les États-Unis. On en fera d'autres sur d'autres pays. Voir ces marques qui nous font rêver éventuellement. Et je vais commencer par Nawel. Nawel, quelle est la marque qui te fait rêver, qui te fait aimer les Américains et l'Amérique? Alors, cette marque, c'est Double RL. C'est d'ailleurs la marque sur laquelle j'ai fait mon petit paragraphe sur l'article qu'on a sorti sur le site Bonne Gueule. Ce que je dis dans l'article, c'est que j'aime le côté cow-boy, vintage, authentique, les Santiago, les vestes en peau de vache et les chemises à carreaux. Est-ce que tu possèdes des pièces Double RL? Non, car c'est hors budget total pour moi. C'est très onéreux. C'est très onéreux. Je n'ai pas cherché en vintage. Après, c'est pas non plus si vieux que ça, puisque ça a été créé dans les années 90. Mais la veste que j'ai repérée, je crois qu'elle coûtait plus de 1800 €. Clairement, c'est pas trop de mon budget. Alors, Double Double RL est une marque Ralph Lauren. Oui, voilà, c'est le label très haut de gamme de chez Ralph Lauren. Et Ralph Lauren te fait aimer les États-Unis aussi? Ou un peu moins? Oui, si, j'aime bien le côté un peu préppy, Ivy League. Non, si, je trouve ça très élégant et ça représente vraiment bien une vision romancée de l'Amérique. D'accord, et quelle est la pièce que tu préfères chez Double RL? Puis on va réfléchir à te l'offrir. J'aime beaucoup la robe chemise inspirée d'une veste du surplus de l'armée des années un peu 40-50, kaki, en coton. Je trouve ça assez cool. D'accord. Et moderne et en même temps intemporel, et il y a un côté vintage que j'aime bien. Benoît, qu'est-ce qui te fait aimer les États-Unis comme marque? Laquelle? Moi, j'aime beaucoup Alden, qui est un peu la marque de chaussures made in USA la plus connue, qui a une marque qui a plus de 100 ans d'ailleurs, qui représente à la perfection ce mélange typiquement américain, ce côté un peu habillé mais très décontracté, un peu genre preppy, Ivy, voilà, avec des formes très intemporelles. C'est jamais trop habillé mais c'est jamais trop décontracté non plus. Et quand je suis allé à New York en février 2022, j'ai pu me rendre propriétaire d'une paire de Alden notamment. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté très intemporel qui vieillit pas vraiment. Ça me plaît beaucoup. Et bon, en termes de qualité, effectivement, la qualité est parfois un peu décriée parce que certains reprochent que comparé au prix, on n'est pas au standard européen. Mais ça coûte combien une paire d'Alden? En France ou aux États-Unis? Les deux. En France, ça doit coûter bien 600 € maintenant. Ouais. Et les modèles en cordovan ou en cordovan, t'en as facilement. C'est un peu leur spécialité, le cordovan, non? Non, mais non, mais ils le travaillent beaucoup. C'est l'un de leurs savoir-faire. Ouais, mais surtout que c'est les chaussures qu'on voit le plus souvent sur Instagram parce qu'elles sont très statutaires. Moi, j'ai une paire notamment en cordovan rouge, enfin Bordeaux, la couleur 8 de chez Chrome Excel. Non, de chez Orwin. Orwin, voilà. Le cordovan vient de chez Orwin. Et qu'est-ce qu'elles ont d'américain, ces chaussures? Elles ont une forme qui est très... qu'on ne retrouve pas avec les chaussures italiennes ni britanniques? Non, italienne, ça va être quelque chose de beaucoup plus racé, plus effilé, plus voiture de sport, tu vois. Toi qui aimes bien les véhicules de sport, en plus, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Oui, un peu. Et la forme anglaise, ça va être quelque chose de beaucoup plus, presque un peu papa, tu vois, un peu... Plus massif aussi. Ouais, un peu plus massif. Et les États-Unis, ça va être un tout petit peu entre les deux. Tu vois, tu vas avoir une jolie forme, très pratico-pratique, très confortable. Et il y avait ce côté un petit peu intemporel qui se mixe vraiment avec tout. Que ce soit avec une paire de jeans, un chino, ou même des pantalons plus habillés. Et donc, ouais, effectivement, c'est une... Est-ce qu'il y a un modèle en particulier qui représente le mieux ce que tu dis, selon toi? Oui, c'est les Indie Boots, c'est les chaussures d'Indiana Jones. Qui est un peu le modèle
du casual à l'américaine par excellence. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le style d'Indiana Jones. Que je vous invite à regarder, vous allez voir, vous apprendrez plein de choses. Voilà, exactement. Et tu vois, ça symbolise vraiment cette paire de chaussures que tu peux porter avec un jean, un chino, pour ceux qui veulent pas porter de sneakers, mais qui veulent pas porter des Red Wings, par exemple. Là, c'est un modèle qui est pile entre les deux, je trouve. Et donc, qu'est-ce que tu t'es acheté à New York ? Alors, je me suis pris une paire de mocassins, une paire en cordovan et une paire de Indie Boot, mais en collab avec Todd Snyder. D'accord, t'as fait ton marché, quoi. Bah, c'était de manière tout à fait concrète et pragmatique. C'était tout l'argent que j'avais économisé pour mon shopping de voyage 2021, enfin 2020-2022. 2020-2021, ouais, que je n'ai pas fait, avec mon système de tirelire dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Donc oui, je me suis fait bien plaisir. Bien, super. On espère les voir bientôt, tes chaussures. Tu les as pas portées au bureau ? Si, les Indie, je les porte avec la semelle crêpe de temps en temps. Bon, je regardais tes pieds un peu plus. Ouais. Jérôme, c'est quoi la marque qui te fait aimer des US ? Corridor. NYC. Pour Donc New York. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que tu aimes cette marque ? Ben justement, son côté un peu différent de la vision qu'on a un peu des États-Unis classiques. C'est-à-dire, c'est pas le côté western qui l'emporte. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette marque, c'est son côté un peu cosmopolite. C'est très coloré aussi et ça dégage quelque chose d'extrêmement positif en fait au niveau de l'univers, des couleurs, comme je disais. Et oui, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Après, il y a aussi l'histoire même de la marque qui est assez rigolote puisque le fondateur c'est un ancien du FBI. Enfin, il a travaillé pour le bureau. Et est-ce que c'est des vêtements d'agent secret du coup ? Non, pas du tout. C'est vraiment très décontracté, très très casual. Il y a une gamme assez étendue maintenant, mais enfin, on peut dire que les choses les plus typées chez eux, c'est tout ce qui est les hauts, les surchemises, les chemises, les chemisettes. Toutes ces pièces-là il y a un gros travail sur les matières qui est assez proche en fait dans l'esprit de ce qu'on fait. Et en quoi est-elle spécifiquement américaine ou new-yorkaise ? Ou est-ce que finalement elle pourrait être de n'importe quel autre pays ? Il y a un petit côté, ça joue avec pas mal de trucs, Americana, ça joue un petit peu avec la culture, mais c'est mixé avec d'autres trucs, les grands espaces, beaucoup, ce genre de choses. Et après, effectivement, tout n'est pas fait aux États-Unis. Ils font aussi des partenariats dans d'autres pays, notamment en Inde. En Inde, ouais, c'est ça. J'ai vu la boutique à New York d'ailleurs. Effectivement, il y a des petits clins d'œil au vestiaire prépi, je trouve. Oui, tout à fait. Il y en a pas mal. Quand tu connais un peu le style, tu t'aperçois qu'effectivement, sur les pôles d'une veste, sur la longueur d'une veste, etc., ils mettent pas mal de petits clins d'œil américains. C'était ma parenthèse. Et c'est une marque assez axée sur l'éthique, visiblement. Oui, il y a un travail qui est fait là-dessus. Alors, ils vont visiter les ateliers, ils mettent en place des programmes d'aide aux personnes sur place, etc. Enfin, il y a tout un truc. Et puis, ils regardent aussi pas mal de critères sur la qualité, les conditions de travail des gens, etc. Non, il y a un vrai travail d'engagement, même sur tout ce qui est packaging, etc. C'est très intéressant. Et la pièce qui te fait le plus envie ? Alors moi, j'ai déjà deux pièces de chez eux, mais là, j'ai découvert un truc qui m'intrigue beaucoup. Alors ça, on va peut-être pas tous être d'accord, mais c'est une chemisette avec un motif léopard qui, je trouve, assez intrigante. Nawel va adorer. Moi aussi, j'aime bien. Je valide, j'ai vu, je suis fan. Et, voilà. Et moi, c'est un truc qui m'intrigue. Alors je sais qu'il y a eu un retour de mode sur le léopard chez l'homme, mais ça venait plutôt des podiums. C'était il y a quelques années. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais moi, ça m'intrigue un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Parce qu'il y a tellement de préjugés sur ce motif. Moi, j'aime bien en tout cas. Et donc, je trouve ça hyper intéressant. Donc, peut-être que je vais craquer. On en reparlera peut-être un jour alors de ces motifs particulier. Et magnifique. Moi, j'aime pas du tout. Je suis passé devant une boutique il y a quelques temps, j'ai fait une photo Nawel, 2 portants entiers de chemisiers en léopard. Je peux vous dire que ça piquait les yeux. Et David, toi, ta marque, elle commence par un S. Elle commence par un S, elle s'appelle Stoffa. Jordan en a déjà parlé, on partage un petit peu cette obsession pour cette marque. Donc, il y a une marque new-yorkaise, si je ne dis pas de bêtises. Une marque qui n'est pas très, très américaine dans l'ADN. Si on ne le dit pas, on n'y pense pas forcément. On pourrait penser que c'est une marque, par exemple, scandinave. Ce qui caractérise Stoffa, c'est, je dirais, une certaine vision de l'élégance, une vision de l'élégance qui est très douce, qui est très soyeuse, qui est très harmonieuse aussi. Il n'y a rien de très rigoureux ou de très structuré, donc c'est pas de l'élégance formelle. Donc c'est une vision qu'on pourrait qualifier de soft tailoring, c'est un adjectif qu'on utilise régulièrement.
Et ce que j'aime chez Stoffa, c'est tout est très cohérent, tout est très beau et il y a un côté qui est très uniforme. En fait, ils font des lookbooks chaque saison avec 10-15 tenues et moi j'ai parfois un peu envie juste d'avoir toutes les pièces et juste de m'habiller comme ça tout le temps et ça y est, c'est fini. Voilà. Et je suis bien parce que ce que fait la marque, c'est très proche de ce qui me plaît beaucoup et voilà, il y a un alignement. D'accord, mais elle, là encore, comme pour Jérôme, elle pourrait ne pas être américaine et te plaire autant. Oui, et d'ailleurs, ils font majoritairement en Italie leur collection. Ils font tout en Italie d'ailleurs, je crois. Ouais, je crois. Il me semble bien, c'est possible. Je suis allé au showroom Stoffa également à New York. Tu as bien de la chance. Oui, un jour, tu nous feras la liste de toutes les boutiques où tu es allé à New York et je pense qu'elle sera assez longue. Il y en a plein que j'ai pas pu faire en plus. Hein. Il faut y retourner, Benoît. Oui. Faut que tu y retournes avec le rédacteur en chef, je pense. Avec toi, du coup. Bah ouais, par exemple. C'est quoi la pièce Stoffa qui te plaît le plus, David ? La pièce un peu iconique pour moi, c'est le blouson en cuir, c'est la Flight Jacket qui travaille plutôt dans des suédés d'ailleurs, je trouve, dans des très beaux suédés. Cette saison, c'est un taupe qui est sublime. Bon, ça coûte 2000 € et quelques, c'est très 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 onéreux, si ce n'est plus. Mais ouais, c'est la pièce qui fait rêver un petit peu. Très beau blouson en cuir qui porte super bien dans leur silhouette, avec des camailleux, avec des teintes très naturelles et c'est très 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 beau. Stoffa. D'ailleurs, David vient de faire une vidéo, un gimmick sur le camailleux que je vous invite à regarder. Il donne pas mal de bons conseils, de décryptage de look. Absolument. Camailleux, c'est très joli. On termine par toi, Jordan. Alors, fais-nous rêver. Oui, d'abord, je dois dire que les 2 dernières marques, notamment, sont aussi 2 marques qui me font rêver, et même Alden. Mais là, j'arrive avec une autre qui s'appelle Baude. Baudet. Oui, je vois. Baoud. Ils ont commencé avec de l'upcycling où ils faisaient des vêtements avec des kilts, je sais pas comment on peut le dire en français, mais des couvertures brodées par exemple. Ils en faisaient des vintage, du coup ils en faisaient des vêtements, ils en faisaient des vestes. C'est une marque qui s'est ensuite développée avec des produits qu'elle a fait pas forcément upcycler à partir de vêtements vintage ou de tissus vintage, mais ensuite des créations très particulières, beaucoup de broderie, fait vraiment une part belle au travail manuel. Et ça coûte un bras, pour le dire. C'est la moindre chemise est à plus de 500 €. Alors je ne parle même pas des vestes, etc. Mais c'est magnifique, c'est une certaine idée du luxe très, très lent, avec de beaux savoir-faire. C'est fait souvent à New York, ça peut être aussi en Inde selon où est le savoir-faire. Et il y a un gros travail sur les boutiques aussi, dans la DA, dans le merchandising. Tout est beau. Voilà, je suis assez amoureux de cette marque. Et tu identifierais une pièce en particulier ? À peu près toutes en fait. Vraiment, il y en a pas et il y en a beaucoup, hein. Et elles sont toutes très 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 particulières. Et bizarrement, il y en a pas une qui ne me plaît pas. Il y en a qui me plaisent plus que d'autres, mais bien sûr. Mais je suis vraiment sous le charme de toutes. En fait, c'est surtout la démarche et le résultat pour moi sont vraiment à la hauteur, sont vraiment ce qui se fait de mieux sur ce qui est pour moi, c'est ça le luxe en fait. C'est bien, c'est une belle conclusion. Donc on parlera d'autres pays, on parlera de l'Italie, du Royaume-Uni et d'autres pays de marques qui nous font rêver, qui nous donnent envie de voyager, de nous faire plaisir. On enchaîne sans transition avec une autre fiction. Nous sommes vendredi, vous ouvrez votre boîte aux lettres et là vous ouvrez une jolie enveloppe dans laquelle se trouve un part de mariage. Toujours agréable d'être invité à un mariage. L'idée vous fait plaisir, sauf que le mariage, c'est le lendemain, c'est le samedi. Alors évidemment, vous n'avez pas le temps de faire du shopping parce que sinon ce serait pas drôle. Pour vous, c'est pas un souci, il y a 3 cas de figure. Pas de souci parce que vous êtes si souvent invité à des mariages comme toi, Benoît, que vous disposez de tout le nécessaire. Soit c'est pas un souci non plus parce que votre vestiaire à ton image, Nawel, est si vaste que tu trouveras forcément la tenue adaptée. Ou alors, panique à bord, vous n'avez rien à vous mettre. En tout cas, vous croyez ne rien avoir à vous mettre. David et Nawel ont fait une petite vidéo qui permet d'être invité à un mariage et de donner l'échange avec ce qu'on a dans son vestiaire. Avant tout, David et Nawel, quels sont les premiers conseils que vous donneriez à quiconque arrive cette mésaventure entre guillemets? Alors pour les hommes, mon premier réflexe serait de penser à un costume bleu. Mais si on n'a pas de costume bleu, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'élargirais le conseil et je dirais de sortir du placard les vêtements les plus élégants dont vous disposez, qui vont donc varier en fonction de ce que vous avez. Donc, alors dans le registre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne passe pas? Je pense qu'il faut au moins une chemise, un blazer. Le pantalon, ça peut être un chino, donc ça dépend Le jean, on l'exclut. Ah oui, le jean, non, pas de jean à un mariage.
Donc un pantalon ville au sens un peu plus À la limite, large. un jean blanc, remarque. Oui, Tu vois, avec des doubles boucles ou. oui, tout à fait. Un d'ambiance. jean blanc, ça peut être bien, mais je pensais au jean plutôt bleu, brut, Ouais. etc. Donc ça, peut-être pas. Mais voilà, des vêtements élégants, notamment en haut, une chemise, ça me semble bien. Puis les accessoires Un aussi. blazer, Hein. tout à fait. Un pantalon habillé, ça peut être un chino, ça peut être un pantalon en laine. Des chaussures de ville. Après, ça, tout va dépendre le contexte du contexte du mariage, mais je partirais plutôt sur des chaussures de ville, pardon, et j'éviterai les sneakers, voilà. Et là, on a une base. Après, il y a des accessoires, comme tu dis, Benoît. Donc là, pour le coup, vous pouvez faire un peu avec ce que vous avez. Dans la vidéo, je montre notamment des astuces pour faire des pochettes avec des choses qu'on a chez soi, des mouchoirs, des bandanas, des bouts de tissu, etc. Des lunettes de soleil, et c'est un bon début. Nawel, pour le côté féminin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi, je dirais de partir sur la pièce la plus simple qu'on peut avoir dans son dressing. Une robe bleu marine basique, une combinaison unie. Et par contre, de vraiment jouer à fond sur les accessoires. Des jolis bijoux, un joli sac. Et aussi, là où on a un peu de la chance en tant que fille, c'est qu'on peut vraiment mettre le paquet sur le côté mise en beauté. Donc la coiffure, le maquillage. Et ça peut parfois relever une tenue un petit peu plus simple. Et plutôt partir sur une paire de talons que sur des chaussures plates, même si on peut mettre du plat aussi à un mariage. Mais voilà, une robe plutôt basique, des bons accessoires, une paire de talons et hop, un bon rouge à lèvres aussi. Est-ce qu'il y a des interdits? Bah, pas de blanc, surtout pas de blanc. Le blanc, c'est réservé à la mariée, même si de plus en plus, dans des mariages à thème un peu champêtre, bohème, on peut se permettre du blanc, mais c'est seulement si les mariés sont OK. Mais je dirais pas de blanc, c'est réservé à la mariée, et peut-être pas de noir non plus, parce que c'est assez austère, ça fait un peu deuil. Et en plus, c'est un peu la journée où s'amuser, donc pourquoi mettre du noir alors qu'on peut mettre des couleurs? Voilà. D'accord, en revanche, le blanc pour un homme, c'est possible. Comme tu suggérais, Benoît, un jean blanc, ça peut marcher. C'est osé, hein. Enfin, chemise blanche, c'est oui, basique. oui, C'est osé, mais c'est OK. Le jean blanc, oui, mais genre blazer blanc et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Costume blanc pour se rendre à un mariage en tant qu'invité, peut-être C'est pas. moyen, ouais. Bah, sauf que ça fait un peu Saint-Tropez. Ça fait un peu, non? Oui, et à vrai dire, si dans ton vestiaire, tu n'as qu'un costume blanc, Ouais, c'est qu'il y a eu un petit problème quelque un part. petit raté. Jordan, tu ferais quoi, toi? T'es invité à un mariage demain? Avec mon vestiaire à moi? T'as tout ce qu'il faut? Bah oui, pas de problème. Qu'est-ce que tu as envie de mettre, là? Imaginons au pied levé. Est-ce que déjà, dans ton vestiaire, tout est prêt à être porté? Est-ce que tout est bien rangé, repassé, sort du pressing? Alors non. La réponse est un grand non. D'autant plus que je viens d'emménager dans une nouvelle maison, donc tout est à moitié dans des cartons et je suis pas la personne la plus soigneuse non plus. Enfin, ça dépend, mais ordonné en tout cas avec mes vêtements pas trop. Et je suis encore en train d'organiser ce vestiaire. Donc là, non, il me faudrait, si j'ai le faire part et qu'il faut que je parte dans l'heure, ça peut être un peu compliqué. Ouais. J'ai pas la chemise repassée, j'ai le costume à portée de main, les chaussures. Chaussettes, il faut que je fouille un peu. Mais grosso modo, si vraiment je dois réagir comme ça, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre mon costume bleu marine. Oui. Je vais prendre une chemise. J'ai pas de chemise blanche habillée, tiens. Je vais prendre une chemise. J'ai une chemise habillée à rayures rouges, là, que j'aime bien. Et j'ai une cravate rouge, enfin, un camailleux Drake's que je mets et que j'aime bien. Et puis je vais prendre, bien sûr, mes mocassins Donc noirs. cravate plutôt. rouge sur chemise rouge. Non, mais c'est pas, je le dis comme ça, mais si tu veux plus de finesse dans les mots que j'emploie, c'est une chemise qui va être dans une sorte de rouge passé assez clair, et la cravate est dans un framboise un peu plus soutenu, ce qui fait que d'ailleurs j'ai fait une tenue comme ça dans le panache mariage que j'avais tourné l'an dernier. Et en fait, ça se répond, c'est vraiment en camailleux, hein, c'est pas rouge vraiment. Hein. Moi, de toute façon, je porte pas de rouge. Il est souvent cassé ou c'est du rose rouge ou voilà. Donc oui, c'est ma tenue. Et sinon, pour une personne, David a bien décrit comment il fallait faire, je trouve. Toi, Jérôme, tu as ce qu'il faut dans ton vestiaire? C'est un mariage demain? Non, je serais un petit peu Dépourvu. beaucoup embêté, je pense. Pas pour les chaussures, tout ça, je partirais sur des mocassins, parce que c'est ce que j'ai de plus sûr et de plus agréable, parce qu'on reste quand même souvent pas mal debout de ce genre de truc. Et le pantalon, pas de souci non plus. Je partirais plutôt sur le Breno gris, dont j'ai parlé dans un article que j'ai un petit peu customisé pour être plus confort pour moi, en fait. Les chemises, tout ce qui est pochette, cravate, c'est pareil. J'ai pas mal de choix et des trucs plutôt sympas. Mais après, je serais plutôt embêté pour le blazer, quoi, parce que j'en ai que deux. C'est un blazer olive, pas facile à porter.
en velours en plus, donc là pour des périodes comme ça, c'est pas l'idéal. Voilà, et là, j'ai c'est pire, dur. un blazer marron en moleskine. Ah ouais. Et donc là, je serais un petit peu embêté. Donc j'irais sans doute en chemise, quoi. Ou C'est ça. alors, Ouais. Chemise, cravate, pantalon et chaussures. Et ouais. Donc Ouais. sans veste. Bah, de toute façon, au bout de 5 minutes, tout le monde voilà, la veste. enlève sa veste. Tout dépend de la température, mais s'il fait beau, s'il fait chaud, et que tu as par exemple une cravate, si c'est le souci c'est de pas être assez habillé, si tu as une chemise et une cravate et pas de veste, avec un beau pantalon et des mocassins, et qu'il fait chaud, pour moi ça marche Mais très bien. Moi, David, je voudrais tendre sur un point, c'est que je trouve que sur une tenue de mariage, les lunettes de soleil, ça joue beaucoup quand même. Oui, d'autant plus qu'il fait beau sur ce Ouais. genre d'événement. Pourquoi ça joue beaucoup, Benoît? Oui. Je sais pas, je trouve que tu vois, sur les photos, ça donne un côté très photogénique, c'est un accessoire qui se verra de suite quand tu diras bonjour aux personnes, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un accessoire qui est très très important. D'accord, C'est vrai. c'est un truc en plus ou c'est quelque chose qui permet de pallier la pauvreté d'un style? Je pense qu'effectivement, quand t'as ça peut faire un petit peu effet, on va dire. Ah, ça peut faire illusion, quoi. Voilà, mais il faut que Si t'as des Dita, c'est encore mieux. si t'as des petites Dita, des John Dahlia, des Jacques Marimage, Pas n'importe quelle marque, hein. non, mais tu vois, là, juste des petites personnes, ça peut vraiment le faire aussi. Ça peut être hyper sympa comme. T'es d'accord, Jordan? Parce que toi, tu portes souvent des lunettes de soleil. Parce que moi, Tu en portes souvent des lunettes de soleil, un peu. j'aime bien ça, oui. Genre, je suis d'accord que ça ajoute quelque chose, surtout avec un costume, mais en revanche, il faut quand même que la tenue d'abord. Moi, je dirais priorité à la tenue, et puis après, oui, ça ajoute quelque chose. Surtout là, en ce moment, justement, parmi mes obsessions, celle-ci me reste. J'ai vraiment envie de trouver des lunettes très, très particulières avec beaucoup de personnalité, et c'est le moment de les mettre. Je suis d'accord. Après, je suis pas d'accord avec vous sur la cravate portée juste avec la chemise et sans veste. Je trouve que si on n'a pas de veste, pour moi, On va pas au mariage. Autant pas venir. comment? On va pas au mariage. On vaut mieux éviter la cravate. Je trouve que la cravate, c'est pour l'ensemble D'accord. costume ou alors veste. Et veste fermée avec une cravate, c'est comme ça que ça se porte. Après, bon, bien sûr, dans la C'est comme soirée, si tu te mettais en bras de chemise, quoi. La veste, oui, voilà, exactement. Mais je pense que, Jérôme, si t'as pas de veste, tu mets une chemise qui n'est pas une chemise un peu pleine. Ce serait une chemise plutôt Oxford ou avec du caractère, un petit peu d'une matière légèrement, enfin plus épaisse, sans être trop épaisse, quoi. Mais et puis un peu à la cool, quoi, sans cravate. Ouais, mais je crois que tu as percé mon secret en fait. Personne ne m'invite au mariage parce que j'ai pas de blazer. Est-ce que En tu as fait, relevé ton courrier? c'est- Je crois que tu as du courrier chez toi, Jérôme. Est-ce que c'est le genre de perspective qui vous stresse, qui vous excite? Toi, Benoît, t'es invité à un événement, un mariage ou autre, à la dernière minute qui suppose être plutôt bien habillé. C'est de l'excitation? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, moi, je suis très content. Ouais, c'est des super moments en général. Enfin, non, moi, je suis ravi. Et toi, Noël, je t'invite demain à un événement qui justifie, je t'invite à l'opéra, par exemple. Je à suis un trop Garnier. contente. C'est vrai? Ah ouais, je sais exactement ce que je vais mettre. Ok. C'est quoi alors? J'ai une seule robe pour aller à l'opéra, donc ce sera D'accord. Et celle-là. elle est comment alors? Raconte-nous. Elle est noire, elle est longue et je l'avais achetée pour monter les marches du Festival de Cannes. Ah, Donc, Nawel a monté les marches du Festival de Cannes. Et pas qu'une fois. Et toi, David, ça te stresse comme perspective ou tu trouves ça excitant? Bah non, moi je serais content. Alors si ça se passe de nuit, j'ai mon demi-smoking que je serais ravi de sortir parce que il est chez moi, il est très bien et j'ai pas trop l'occasion de le mettre. Donc un demi-smoking dans le sens où j'ai la veste, le nœud papillon et la chemise. Que tu nous as montré en photo d'ailleurs. Tout à fait. Mais par contre, j'ai pas le bas, donc j'ai pas des vraies chaussures de cérémonie, un vrai pantalon de cérémonie, mais on peut s'adapter un petit peu. Et voilà, j'ai ça qui est chez moi. Qui Ça est très marche bien, un demi-smoking pour un mariage? Ah non, pas pour un mariage. Non. Ah Pour oui, un- d'accord. Non, tu me dis D'accord. opéra. Oui, d'accord, ok, ça va, David. quelque avec chose. smoking à un mariage, si t'es tout seul, c'est un peu compliqué. Non, pour moi, non. Excusez-moi, j'étais resté sur le mariage et... Non, parce que tu parlais plutôt d'événements, t'avais un petit peu là, les petites perceuses. Oui, c'est la perceuse invitée, surprise. Mais ouais, tu parlais plutôt d'événements d'opéra. Tu as raison. Mais sinon, je serais content et je mettrais mon costume et j'ai une chemise et une cravate et des belles chaussures et voilà. Toi, Jordan, t'adorais ça, je pense, comme petit défi de devoir bien t'habiller à H-2 ou J-1. Oui et non. J'aime bien les rituels. Alors j'aime bien. Je trouve que c'est dommage de plus aller à l'opéra en smoking ou alors bien habillé. Les mariages aussi où effectivement je vois des gens avec des sneakers blanches. Je veux dire, ils font absolument ce qu'ils veulent. Hein, c'est pas un jugement pour eux, mais je trouve simplement que c'est dommage parce que c'est le moment en fait où on peut refaire vivre ces codes-là et c'est juste une célébration du bien habillé, célébration des gens. Je trouve que c'est très lié à la joie en fait.
vraiment, voilà, comme je disais, une célébration de la vie. Et du coup, les gens pensent aux rituels comme des espèces de contraintes. Mais justement, je trouve que dans ces contraintes-là, ça met en valeur tout le reste, en fait. Le fait de s'habiller décontracté pour les moments décontractés. Et ça a de la valeur que si, justement, on peut s'habiller de manière plus formelle dans ces moments-là. Je trouve que... Et du coup, oui, j'aime bien ces défis. J'aime bien prendre le temps de choisir la tenue. Je le fais pas suffisamment à mon goût, mais j'aimerais bien, par exemple, être invité à une soirée black tie où je puisse trouver un smoking et vraiment jouer le jeu, enfin à fond, ou alors de la manière que je pense pertinente, mais en tout cas en jouant avec les codes, quoi. Est-ce que tu as un smoking, Jordan? Non, j'ai pas de smoking, c'est pas du tout une priorité. Je me suis beaucoup trompé dans les vêtements que j'ai pu acheter, je pense, au fil des années. Et du coup, je pense pas que j'en aurai un jour finalement, même si j'aimerais bien, sauf si j'ai vraiment fait le tour, ce qui n'arrivera pas. Mais oui, j'avoue que j'aimerais bien. Ce sera le mot de la fin, Jordan, pour ce sujet. Merci à tous. On va enchaîner avec un sujet qui a fait débat à la rédac. David est convaincu qu'une pièce va devenir tendance dans les prochains mois ou prochaines années. Il a fait un sujet dessus. Je parlais du pull à manches courtes. Selon David, il va s'imposer. Il va devenir tendance, comme je viens de le dire. Dis-nous pourquoi, David. Attends, est-ce que c'est bien différent du pull sans manches? Oui. Du pull à manches. Non, manches courtes. Oui, pas sans manches. Manches courtes. C'est bien différent. Voilà. Il y a le pull sans manches d'un côté. Comme il a Jérôme. Voilà. Oui, tout à fait, le pull ferraille, le sans manche avec un col V notamment. Voilà. Non, là on parle du pull à manches courtes, comme un t-shirt, mais en maille. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc la base de la réflexion, c'était de dire que je commençais à en voir de plus en plus autour de moi. Il y avait des lecteurs qui m'envoyaient Enfin, il y a un lecteur qui m'a envoyé une question sur ça. J'ai rencontré Mathia, le fondateur d'ABCL, qui portait ça. On avait fait un prototype de pull à manches courtes dans le cadre de la capsule édito avec Jérôme. Moi, j'en ai un. Enfin, il y avait un peu tous les faisceaux qui tendaient vers là. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, parce que c'est un vêtement que j'ai pas du tout vu avant. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas la naissance d'une tendance? Parce que souvent, quand on parle des tendances, c'est quand les tendances elles sont installées. On parle des tendances qui sont actuelles ou parfois qui sont passées aussi, mais pas forcément on projette un peu moins, je trouve. Ou peut-être dans mon univers, on parle pas trop de ça. Et là, je me dis, tiens, est-ce que ce serait pas un truc qui va naître? Donc j'ai creusé. Et il s'avère qu'il y a deux grandes choses que j'ai trouvées. D'une part, qu'il y avait de plus en plus de marques qui proposent ce produit, un nombre croissant de marques qui l'ont dans leur collection, petit 1. Et petit 2, le fait que des influenceurs et des personnes qui ont du style, on va dire, s'approprient ce vêtement de manière récente, donc notamment sur Instagram. J'ai vu, donc c'était, j'ai oublié comment ils s'appellent, les deux personnes, il y avait... Oui. Pardon ? Non, pardon, j'ai rigolé parce que tu as dit j'ai vu sur Instagram et tu as oublié son nom et ça m'a fait rire. Et voilà, mais voilà. Donc on va rire avec Jordan alors. Donc il y avait ces deux faisceaux-là, le fait d'avoir un intérêt croissant des marques, donc des marques et des influenceurs. Et ensuite, je dis que le vêtement, il a aussi un intérêt stylistique parce que c'est bien de s'intéresser aux tendances, de ce qui va devenir à la mode ou pas, mais finalement, est-ce que le vêtement, il a un intérêt? Est-ce que c'est pas juste de la poudre aux yeux? Et donc je considère que ce vêtement, il a un intérêt parce que en fait, en haut, donc moi je parle plutôt de la perspective de quand on est un homme, on n'a pas tellement d'options quand il fait beau. On a un polo, si on aime ça, t-shirt, chemise et c'est à peu près tout. Donc le fait d'arriver avec un vêtement un petit peu différent, je trouve ça très intéressant, un peu au même titre peut-être que la popover qui mixe le polo et la chemise. Donc là, avec un pull à manches courtes, on mixe le pull et le t-shirt. Donc les manches sont plus courtes, c'est un peu plus adapté quand il fait beau et c'est un peu original, mais pas trop non plus parce qu'on reste sur des formes qu'on connaît un peu. Et il y a ce côté-là justement qui, je pense, peut plaire. Le côté, c'est un peu original, donc ça change un peu, ça attire l'attention, mais ça reste un peu proche de ce qu'on connaît, donc on n'est pas complètement dépaysé non plus. Jérôme, je t'ai vu acquiescer, t'es d'accord? Oui, mais je trouve qu'il a souvent le nez fin pour repérer les trucs comme ça. Parce que la dernière fois, il avait déjà parlé du duffel coat. Et, alors même si c'est resté un petit peu niche, mais il y a quand même eu un retour quand même chez pas mal de marques. J'y crois toujours. Je crois toujours qu'il va revenir d'ici 1, 2, 3 ans. Voilà, j'en ai acheté un du coup. Et là, je suis assez confiant. Tu as un peu la manche courte? Non, pas encore. D'accord, mais tu pourrais. Oui, tout à fait. En fait, celui que tu développais? Par exemple. Ça serait une belle surprise. Notre pull qui n'est pas né. Voilà, qui aurait pu avoir plusieurs formes, dont celle-là que moi je trouvais plutôt sympa. Qui faisait l'unanimité. Tout à fait. Est-ce que tu en as, toi, Jordan, des pulls à manches courtes? Tu aimes pas? Non, mais je trouve que vous prenez le sujet à l'envers. Merci, Jordan. Très bien, Jordan. Pull à manches.
c'est pas un pull à manche courte, c'est un t-shirt en maille moyenne, quoi. C'est quoi la différence alors? En maille moyenne, je pense que c'est un t-shirt dont vous parlez. Et bon, ça fait un petit moment que je le vois revenir là dans très très niche. Moi, il y a un t-shirt là que j'avais vu justement il y a à peu près 2 ans. Oui, j'en ai parlé en 2020 sur Bonne Gueule. C'est un t-shirt Belafonte. C'est les Japonais qui font ça, si je dis pas de bêtises. Et ça, pour le coup, c'est très avec le revival du vintage, des pièces vintage. Et ben, on a ça aussi. On avait beaucoup de polos vraiment en maille tricotés. Et ben, le t-shirt n'y échappe pas. Et je trouve ça. Moi, je trouve ça tout à fait stylé. En fait, on le voit dans des films d'époque, souvent années 50, même avant ça, années 20. Et je suis foncièrement pour tout ce qui peut changer. Mais voilà, c'est plus un t-shirt. Hein. Mais tu peux me dire en quoi ça change dans la réflexion, le fait que ça soit plus un t-shirt en maille qu'un pull à manches courtes? Parce que je trouve que quand, notamment toi, Christophe, notamment toi, tu dis pull à manches courtes, tu veux souligner l'absurdité, puisqu'un pull c'est fait pour avoir chaud, et les manches courtes du coup entravent cette utilité-là. Et en fait, donc pour toi c'est un t-shirt pour avoir chaud? Non, il tient pas forcément chaud parce que les mailles peuvent être ajourées en fait. Alors, en fait, nous, notre côté, moi, j'avais réfléchi à ça et j'en avais parlé avec Nawel. Au niveau des marques, il n'y a pas de consensus. Il y a des marques qui parlent de pulls, qui disent que c'est un pull à manches courtes. Et il y a un autre sujet aussi avec lequel je n'étais pas forcément allé, c'est qu'en fait, un t-shirt, c'est forcément de la maille. Même un t-shirt normal, c'est déjà de la maille. C'est du tricot. C'est pour ça que j'ai dit maille moyenne, maille ajourée, etc. C'est notamment pour ça que j'ai voulu parler de pull, parce que le point, c'est pas exactement le même, etc. Mais il y avait ces deux sujets-là auxquels j'avais en effet réfléchi quand j'ai écrit l'article et avec lesquels j'avais un peu discuté. Et après, il y a aussi des différents types de vêtements comme ça. Donc toi, tu ne le vois pas, Jordan, mais ce que porte Nawel, je trouve que c'est plutôt un pull. C'est plus un pull qu'un t-shirt. Je trouve que l'épaisseur elle joue. Donc t'as des pulls t-shirts qui sont plus fins et qui sont plus proches du t-shirt, et t'as des pulls t-shirts qui sont plus épais et qui ressemblent carrément à des pulls en fait. Et c'est vrai que ce que Nawel porte est assez épais et plus proche du pull que du t-shirt. Nawel? Oui. Alors, tu ne le vois pas du tout, mais... Jordan, j'ai un pull à manches courtes. Pour nos auditeurs. Oula, j'ai un pull à manches courtes des années 80. Qui est fleuri, hein. Qui est fleuri, qui est fait à la main. Il y a du beige, du rose, des rayures kaki, du bleu ciel, plein de trucs. C'est joli. Je trouve aussi. Mais ce que je disais à David, c'est que dans le vestiaire féminin, le pull manches courtes, ou comme dirait Jordan, le t-shirt en maille... moyenne, plus ou moins épaisse. C'est une pièce extrêmement courante en fait. Pour le coup, c'est très très répandu, toutes les marques bien en font. Plus que dans le vestiaire homme. Ah mais à 1000%. Et c'est une pièce même normale et c'est minime. C'est pas une tendance en fait, c'est presque un basique. De mon côté, j'en ai énormément et je crois même que j'ai plus de pulls à manches courtes que de t-shirts. Que je suis pas fan des t-shirts. D'accord, mais alors quel avantage tu vois au pull manche courte ou au t-shirt grosse maille? À la mi-saison, c'est la pièce parfaite, mais je peux même mettre ça en été en fait. Et ça, c'est en coton ou c'est en laine? Ça, c'est du coton. Ok. Ça, c'est du coton, mais j'en ai pas mal que des vintage, et c'est vrai que c'est aussi une pièce qui est très très rétro, qu'on peut chiner très facilement, et je trouve que ça a aussi un côté un peu plus élégant que le t-shirt. Oui. Et en même temps, qui tient pas aussi chaud qu'un pull avec des manches longues. Voilà, tout simplement. Vous m'avez presque convaincu. Benoît, t'es client, pas client? Bah écoute, depuis que j'ai vu Mathieu avec de ABCL, donc c'est pas mal hein, quand même. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais pas encore complètement convaincu. Je peux être client. D'accord. Je le dis. Comme auparavant, le polo, c'était pas ton truc, et désormais... J'en mets toujours aussi peu. Mais t'es devenu un peu plus partisan. Est-ce que demain, tu peux te porter des... On dit quoi, Jordan? Pull à manches courtes? Allez, pull à manches courtes. Oui, je me verrais même en proposer chez Bonne Gueule. Ah, peut-être qu'on va en avoir chez Bonne Gueule, d'accord. Il faut pas rester fermé d'esprit. Tu as raison, restons ouverts. Donc Jordan, on va considérer qu'on a parlé du pull à manches courtes et non pas du t-shirt en maille, d'accord? C'est votre choix. C'est une question intéressante et les lecteurs ont rebondi aussi dessus, et donc il y a eu des échanges et c'est intéressant. On va dire que la vérité est au milieu. On fait ça? On termine par le sujet histoire du mois dernier qui a été traité par notre historien Bastien Salva. Il s'est penché sur les plis du pantalon pour expliquer d'où venaient ces plis.
Sachant qu'on peut les diviser en deux catégories. Il y a les plis décoratifs et les plis pratiques. Les plis décoratifs visent à donner du volume aux hanches avec une dimension ostentatoire, notamment en raison du savoir-faire qui était nécessaire à l'époque et la quantité de tissu supplémentaire qu'il fallait également pour confectionner ce vêtement. Et il y avait les plis pratiques qui permettent au tissu de ne pas marquer au niveau du genou quand on s'assoit. Est-ce que vous, collectivement, vous êtes sensible aux pantalons, parce qu'on parle des pantalons principalement, qui ont des plis? Vous trouvez ça plus élégant? Vous trouvez ça plus joli? Est-ce que la dimension décorative, vous y êtes sensible? Jérôme, tu regardes les plis des pantalons ou... Pas vraiment. Je suis plus attaché à tout ce qui est pince, moi, mais c'est pas les plis. C'est pas un truc. Après, il faut déjà être dans une démarche très habillée, très formelle. C'est pas trop mon créneau, je dirais. Et en plus, je suis pas du tout maniaque du repassage et du truc. Ouais, c'est quand même une contrainte de marquer le pli. Oui. T'as des pantalons avec des plis, Benoît? Mes pantalons habillés, mais je trouve que sur un pantalon en coton c'est assez pénible, donc moi je trouve ça sympa, mais dès que tu mets à la machine à laver ton pantalon en coton, il y a plus de plis, quoi, et c'est assez pénible, donc pourquoi pas, mais en pratique c'est un peu compliqué. Et toi, David? Alors moi j'aime beaucoup les plis, j'essaie d'en avoir même sur des pantalons qui n'ont pas forcément vocation à en accueillir. Je trouve que le pli ça habille la jambe, donc c'est un élément, donc si on en a pas, il y a rien, et quand il y en a ça apporte un truc en plus. Comme je porte des pantalons plutôt amples aussi, ça permet de structurer la jambe. En fait, quand un pantalon est large, il a tendance à beaucoup s'étendre dans la largeur. Mais si il a un pli devant, la largeur se répartit aussi un peu plus sur l'avant. Et donc la jambe paraît moins large. Et voilà. Donc il y a une considération qui est pratique, il y a une considération qui est stylistique. Et j'aime bien aussi quand, en fait, je porte principalement des pantalons à pince. Et j'aime bien quand la pince est suivie d'un pli. Je trouve ça cohérent et esthétique d'avoir donc la pince qui est juste sous la ceinture et dans le prolongement de cette pince d'avoir le pli, et voilà, ça structure la jambe, ça permet au pantalon de pas trop s'étaler sur les côtés quand c'est large, et ça apporte un élément visuel supplémentaire. D'accord, c'est plutôt l'apanage des pantalons assez amples. Alors, pas forcément. À l'origine, c'était ça, ouais, historiquement. Alors, oui, et alors oui, c'est plus logique d'avoir un pli sur un pantalon ample. Il existe des pantalons ajustés avec des plis, mais dans ce cas-là, le pli, il disparaît assez vite parce que le tissu, il est plus proche de la jambe, tout simplement. Donc, le pli s'estompe, le pli s'efface. Mais en effet, le pli tient un peu mieux. Alors, indépendamment des considérations sur la matière, en termes de volume, le pli tient mieux sur un pantalon plus ample, il est vrai. Toi, Jordan, pli ou pas pli? Je me reconnais bien dans ce que dit David, et je trouve que ça n'a pas trop de sens d'avoir de plis sur un pantalon ajusté, parce qu'en fait, pour toutes les raisons qu'il a données, que sa structure, enfin tout ce qu'il a dit d'avant, eh bien c'est plutôt pour les pantalons amples, et du coup, moi j'aime vraiment bien parce que ça structure, ça affine, ça élance. Après, sur les pantalons en coton, c'est pas tant d'entretien que ça, hein, vraiment. Si vous le marquez bien, il va s'estomper un petit peu. Après, faut pas être maniaque du pli parfait, quoi. Oui. Ça c'est sûr. Sinon, ça prend pas mal de temps. Mais juste de temps en temps, vous le repassez. Après, moi, je suis de ceux qui lavent pas ou qui n'ont pas besoin de laver énormément leurs vêtements ou leurs pantalons. Donc franchement, je fais pas ça souvent, repasser le pli. Et voilà, j'aime bien. Je trouve que on n'a pas beaucoup de choses, nous les hommes, quand même, à se mettre sous la dent oui. dans les vêtements. Alors si on peut avoir un petit truc, un petit pli aussi, comme ça, une petite maniaquerie mignonne, et gardons-la, célébrons-la. Encore une fois, ce sera mon mot de ce podcast. Nawel, t'aimes bien ces petites maniaqueries? Le pli? Les plis? Je crois que j'ai jamais fait attention aux plis sur les pantalons. J'avoue tout. C'est vrai? Ouais, j'avoue tout. Là, j'étais en train d'y réfléchir, et là, je viens de réaliser que j'ai un pantalon vintage très 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 taille haute qui, selon moi, du coup, a des plis. Et c'est vrai que c'est joli. Est-ce que je l'ai acheté pour ça? Non. Et est-ce que je l'aurais acheté s'il n'avait pas de plis? Oui. Benoît me regarde avec le regard du jugement. Mais le pantalon qui est assorti à ta veste que tu mets habituellement, il a un pli normalement. Ah ouais? Il me semble. C'est une petite ligne au milieu de la jambe. Ah ouais, ah ouais? Oui, quand tu mets en mode tailleur. Oui. Ah oui. Ah, d'accord. Je crois qu'il a un pli. Donc tu es déjà... donc j'ai un deuxième pantalon avec un pli alors. Donc tu es possesseuse... Tu possèdes. Je suis propriétaire. Ouais, tu es propriétaire. Excusez-moi pour mon français chancelant. Tu es propriétaire d'un pantalon à plis. Okay. Sans le savoir. Merci pour votre expertise. Vous Donc êtes génial. Tu l'avais jamais remarqué, mais quand tu vois des tenues ou des silhouettes, est-ce que tu peux être sensible à ça, à ce que décrivent Jordan et... Oui, absolument.
Absolument. Mais pas pour toi. Non, je suis désolée, j'ai zéro pointé sur ce sujet, je suis navrée. Non, mais tu ne seras pas sanctionné pour autant. Est-ce qu'il y a des matières qui se prêtent plus à avoir des plis? On a parlé du coton. La laine quand même. Parce que ça garde. J'ai l'impression que le pli reste en forme. Je trouve que l'épaisseur, ça joue pas mal. D'un coton, dès que la matière est... Alors, ça dépend. Je crois qu'il y a la matière, l'épaisseur et le tissage. Donc, si c'est un peu serré, plus c'est serré et plus c'est épais, mieux ça tient. Il me semble que c'est à peu près ça la règle. Donc, si c'est la laine et que c'est fin, ça tient pas. Si c'est épais et que c'est très aéré, ça tient pas. Mais bon, là, pour moi, il me semble que c'est ça les deux critères. Oui, Jordan? Ouais, non, je suis d'accord. Je disais oui. Et aussi peut-être la main sèche, en fait. Plus la matière est sèche, peut-être... je sais pas si sur les flanelles un peu dufteuses, tu vois, ça tient aussi. Mais ça doit être un critère de plus. Ouais, c'est un peu un mix, ouais. Mais c'est très juste. Moi, c'est les deux critères que j'ai retenus d'expérience aussi, parce que des pantalons, j'en ai pas mal et les plis, j'ai fait un peu attention. Et en effet, j'ai un pantalon qui est épais, le pli tient pas, mais parce que la matière, le tissage est un petit peu plus lâche. Et dès que c'est un peu plus dense, un peu plus épais, j'ai un pantalon en coton qui est bien épais pour le coup, un Brisbane Moss. Et c'est un coton du fournisseur Brisbane Moss et le pli tient très très bien. Donc voilà, épaisseur, densité du tissage égale pli qui tient. Alors on va enchaîner avec une question pratique. David, tu fais comment pour entretenir tes plis du coup? Alors il y a deux trucs. Pour les garder d'une part et faire en sorte qu'ils soient beaux. En fait, pour les garder, c'est que quand je range mes pantalons, je les range le long du pli. En fait, voilà. En fait, mes pantalons avec un pli, je les range sur cintre. Et quand je les enlève le soir en rentrant chez moi, je remets le pantalon avec le pli bien marqué comme il était au début de la journée. Ça permet au pli de pas trop s'estomper. Donc il s'estompe avec le temps et c'est normal. Et parfois, il faut le remarquer au fer. Ce que je fais parfois pour répondre à la deuxième partie de ta question. Mais pour garder le pli sur un pantalon entre plusieurs pores, on le plie, on le met sur cintre et on le plie le long du pli. D'accord. Et pour le repasser, au moment que tu veux remarquer le pli, en fait, souvent ce qui se passe, c'est que quand... Parce que ça supporte quand même pas l'à peu près. Jordan dit on peut accepter que, mais un pli, il faut qu'il soit droit, il faut qu'il soit net, il faut qu'il soit parfait, non? Pas forcément. C'est-à-dire qu'il est parfait au moment où tu le fais, mais ensuite, quand tu portes le vêtement, le pantalon, il va vivre, Par exemple, au niveau des cuisses ou du genou, il va être un peu moins marqué parce qu'il y a un peu plus de tension à cette zone-là. D'accord. Mais voilà. Et sinon, pour le repasser, je mets le pantalon sur le côté. Donc, j'aligne les coutures. Donc, les coutures latérales, je les aligne l'une sur l'autre. Je repasse. Et voilà. C'est tout. Voilà. C'est facile. Voilà. Et après, je suis pas très fort en repassage, mais c'est comme ça que je fais. D'accord. Écoutez, moi j'aime pas trop les plis. J'aime pas les plis de la manche courte. J'aime pas le léopard. Et t'aimes rien. Je vous dirai lors des prochains podcasts ce que j'aime, et j'en aime des choses. Beaucoup, beaucoup. J'aime bien les pulls en maille. Non, pas... Ah bon? Ah, c'est un bon début. Voilà, vous m'avez eu. Allez, on termine par les 5 questions qui ont été posées par nos lecteurs. On va commencer par Sam, qui demande, c'est David, comme d'habitude, qui sélectionne les questions, parmi les milliers de questions qui leur sont posées à lui et à Jérôme. Et Sam demande s'il est possible de porter une chemise sous une surchemise, ou une surchemise par-dessus une chemise. Ah, c'est une très bonne question. Moi, je dis oui, et je le fais. Moi, je dis oui aussi. Moi, j'ai dit oui. Alors, moi, je dis oui. Il faut... Ah ouais, c'est ça. En fait, il faut juste que donc, pour moi, il y a deux considérations. Il y a une considération de volume. Donc, en gros, il faut que la surchemise elle soit suffisamment ample pour accueillir la chemise en dessous, petit 1. Et petit 2, il y a une considération d'épaisseur. Parce qu'en fait, certaines chemises sont épaisses, certaines surchemises sont fines. Et donc, il faut que les épaisseurs aillent bien ensemble. Si la surchemise elle est plutôt fine, il faut que la chemise en dessous elle soit plutôt fine aussi. En fait, c'est ça. Il faut que la chemise ne soit pas plus épaisse que la surchemise. En une phrase, c'est ça. C'est ça. La chemise ne doit pas être plus épaisse que la surchemise. Épais, fin, épais, mais pas épais, fin. Voilà. D'accord. Mais ça, si la surchemise est épaisse mais que la chemise est fine, ça passe parce que c'est cohérent. On va dire que le vêtement plus proche du corps, soit plus fin. Mais dans l'autre sens, c'est bizarre et ça marche pas. Jérôme. Moi, je le fais aussi. Aujourd'hui d'ailleurs. Et je mets même un t-shirt en dessous des fois. Et oui, et ça peut être très bien. En maille. Pas encore, j'ai pas encore été... Jordan, tu dis oui ou tu dis non? Oui, mais c'est vite casse-gueule, parce que je suis encore une fois assez d'accord avec ce que dit David. Et puis, si la surchemise est plus fine, peut-être qu'il peut y avoir un jeu de transparence qui peut être un petit peu bizarre. Après, je trouve que ça peut se faire. Moi, je suis pas fan absolu du rendu. Après, peut-être que moi, un conseil que je donnerais, c'est jouer sur les cols différents. C'était ma question. C'est-à-dire principalement une chemise avec un col officier et une surchemise avec un col un col français, un peu plus standard, on va dire.
Déjà, ça, je trouve que ça permet de rendre la chose un peu plus intéressante. Voilà. Et ce sont plutôt des chemises décontractées qui s'appliquent à ça. Ah oui. Oui, Pas de chemise formelle, ce serait oui, un peu étrange. on l'a pas précisé, mais oui, parce que cette association en soi, elle est décontractée, donc elle fait sens avec des chemises et des surchemises décontractées. Ouais. Nawel et Benoît, vous y disiez oui, hein? Oui. Ben, non pas toi Benoît, mais Ben, demande porter des bretelles avec un gilet de costume, c'est oui ou c'est non? Et les bretelles, elles sont en dessous ou au-dessus? Si elles sont en dessous, moi je vois pas de problème. Ouais, bah, oui. Non, mais classiquement, ils faisaient ça, oui. Ils mettaient leurs bretelles en dessous par-dessous le gilet. En fait, si c'est ton choix pour tenir ton pantalon, il n'y a pas de problème. Juste, c'est un acte très, très désuet, mais qui ne manque pas de charme, mais je sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. En fait, on m'a posé 2 ou 3 fois cette question-là, donc c'est dans la réflexion que les hommes ont sur leur tenue de mariage. Ils pensent costume 3 pièces, donc gilet, ils pensent accessoires, donc ils pensent bretelles, donc les deux s'imbriquent. Est-ce que je mets l'un avec l'autre? En effet, pour moi, les bretelles, elles doivent aller sur la chemise et sous le gilet. Et pour moi, il y a un sujet, c'est qu'en fait, dans l'idéal, les bretelles ne doivent pas se voir, donc il faut que le gilet puisse couvrir la ceinture du pantalon pour que les bretelles ne se voient pas. Pour moi, c'est ça. C'est que si le gilet est un peu court et que le pantalon est taille basse et qu'on voit le début des bretelles, ça me semble pas très élégant. Donc il faut que les longueurs des deux vêtements, donc le gilet et la longueur du gilet et la hauteur du pantalon matchent, quoi, que ça couvre tout simplement. Pour moi, il y a aussi ce sujet-là. Il faut bien maîtriser ou aller chez un bon tailleur pour maîtriser ça. Et d'ailleurs, ça dépend de quel type de bretelles on parle, parce que si la personne qui pose la question pense à des petites bretelles qu'on clipse là sur le bord du pantalon, bah c'est non, quoi, parce que il faut que le pantalon soit adapté avec des petits boutons à l'intérieur, tout à fait. Exprès pour pouvoir y mettre des bretelles qui sont elles-mêmes adaptées à ce type d'attache. Voilà. Et ensuite aussi tout ce que tu dis, David, effectivement, de longueur, puisque ça ne doit pas se voir, puisque c'est comme si on découvrait les coulisses. En fait, c'est comme si vous aviez une pièce de théâtre et que là sur la droite vous voyez les acteurs en train de se maquiller, la magie se casse. Donc effectivement, je suis d'accord avec lui, la bretelle, faut pas la voir. Alors, qui de vous porte des bretelles? Jérôme? Non. Oui? Non. Benoît? Je n'en porte pas. D'accord. David, non plus? Je les mets parfois et j'aime bien. Mais c'est un accessoire de déco, de style? Non, ça peut m'aider à tenir un pantalon. En fait, j'ai une paire de bretelles qui va sur un pantalon, donc c'est assez rapidement, le tour il est assez rapidement fait. Ce pantalon il est un petit peu large à la taille pour moi, donc il a aussi une fonction pratique qui est de tenir le pantalon sans serrer au ventre. Et il me semble que c'est ça la principale, la vertu des bretelles. C'est ça, la vertu des bretelles, ça c'est de tenir le pantalon, donc faire en sorte qu'il tienne bien à la bonne hauteur, sans te serrer à la taille, parce que c'est élastique, donc ça tient, donc t'as pas besoin de ceinture pour te comprimer entre guillemets le ventre. Et le pantalon en question a des petits boutons? Oui, le pantalon a des boutons, et, tout à fait. Et les bretelles sont aussi adaptées, donc il y a des boutonnières, je sais pas comment on dit, mais c'est ça. C'est exactement ça. Les bretelles vont sur les boutons qui sont à l'intérieur du pantalon. Et toi, Jordan? C'est autrement plus confortable qu'une ceinture, en fait. Alors, moi, j'en ai pas, j'en porte pas, mais avec un costume, mais si, je crois que, en fait, à chaque fois que je fais un costume, alors c'est très, très, très rare, mais je demande à ce que des boutons soient mis au niveau du pantalon pour pouvoir le faire. Et ensuite, une fois que le mariage vient, parce que je porte principalement des costumes lors de mariage, et comme j'ai pas de bretelles et que je l'anticipe pas, j'en porte pas, mais je mets pas de ceinture non plus. Et vraiment, pour en avoir quand même porté une fois ou deux des bretelles avec un pantalon, c'est vraiment hyper confortable parce que justement, comme dit David, la ceinture du pantalon n'a pas besoin d'être serrée. Et donc, et en fait, le pantalon vraiment, parce qu'avec une ceinture, on sait comment ça se passe. On serre comme on peut, c'est bien serré, puis ensuite ça tombe un petit peu. Donc ensuite, dans la soirée, on remet un petit peu le pantalon sur la hanche en essayant de resserrer, etc. En fait, avec les bretelles, vous n'avez pas ça du tout. C'est-à-dire que vous n'aurez pas peur de perdre votre pantalon toute la soirée. Il est en place, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de poids particulier. Enfin oui, c'est d'un confort extrême en fait. C'est ça qu'il faut faire. C'est très confortable et en plus des bretelles, en soi ça coûte pas très très cher. Hein. Tu peux en trouver pour... alors évidemment tu as des modèles haut de gamme, mais 20, 30, 40 euros tu t'en sors avec un modèle basique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, à tester. Et moi je les porte parfois et en effet c'est très confortable. On enchaîne avec une question de Johan. Pourquoi ne conseille-t-on pas d'associer pochette et cravate dans une tenue? Ah oui, avec le même tissu, je pense. Ouais. Donc pochette de costume et cravate. Ah ouais, non, faut pas. Hein.
Ah, pourquoi Benoît? Ah, ça fait très très scolaire. Ça fait vraiment mec qui a pas un peu trop psychorigide, tu vois, qui a pas de. Parce que pour moi, la pochette, elle apporte une certaine forme de folie, de spontanéité, de côté personnalité. Là, ça fait mec un peu contrôle fric, je trouve. Qui veut vraiment absolument rester dans le cadre et qui a très très peur d'en sortir. Même avec, si sa cravate et sa pochette sont un peu rock'n'roll. Ouais, non, moi je peux pas. Bon. C'est un grand nom de ma part. David, Jérôme, Jordan et Nawel. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je suis assez d'accord avec Benoît en fait. J'ai des réponses, hein, mais... Vas-y, Jordan, vas-y. Donne-nous tes réponses. J'ai d'ailleurs écrit un article sur l'excellent média Bonne Gueule pour parler de la cravate, et j'y parle en parlant de la cravate. J'essaie en tout cas de transmettre la philosophie qui, je pense, doit s'attacher à cet accessoire. Et donc la pochette entre en jeu, puisque c'est justement le mot de jeu est lâché. C'est l'habillement, pour moi, c'est un jeu, c'est pas une science. Il y a pas alors il y a des notions de proportion, il y a des notions de centimètres quand même, mais c'est pas une science. C'est vraiment c'est pas un art non plus, c'est quelque part entre les deux. C'est un savoir-faire, un coup de main, un artisanat, disons. Et en fait, comme un rappel de couleur trop évident n'est pas élégant, un rappel de motif ou un rappel comme ça trop téléphoné ne l'est pas non plus. Parce que c'est tout simplement une vision, trop scientifique, trop scientifique en fait, de l'habillement. Et en fait, on tombe ensuite dans le déguisement. Puisque le déguisement, c'est le fait de réunir une panoplie de vêtements, d'avoir sa checklist et de se dire je suis un chevalier, d'accord, donc mon épée est check, mon armure check, ma cotte de maille check, voilà. Et en fait, cette approche-là, c'est vraiment de se dire que la pochette plus la cravate qui vont ensemble, ma panoplie est là, ma panoplie du parfait gentleman est checkée. Et c'est pour ça que ça ne marche pas du tout, parce qu'il n'y a aucun flair, il n'y a aucune nuance, aucune subtilité, donc ça tombe à l'eau. Mais d'où vient cette question? Parce qu'on nous la pose effectivement assez souvent. Oui. Ça vient d'où cette idée de devoir accorder les deux, de vouloir accorder les deux? Pour moi, ça fait partie de la panoplie du marié. C'est qu'en fait, tu as certains gimmicks qui reviennent souvent dans les tenues de mariage. Donc Jordan, tu as fait bon article sur le costume bleu roi, les chaussures cognac. Et en fait, dans cette panoplie-là, dans ces gimmicks-là, exactement, dans ces ensembles-là, il y a et d'ailleurs, c'est pas forcément la cravate, ça peut être le nœud papillon et la pochette, ou la cravate et la pochette associées. Je me demande s'il n'y a pas aussi un truc un peu business, dans le sens où des marques vont vendre les deux ensemble, en mode c'est stylé. Chez nous, on vend des pochettes et on vend la cravate aussi, qui est exactement dans le même tissu. Et si vous achetez les deux ensemble, on vous fait une réduction de 10 €. Pour moi, il y a un peu tout ça. Donc il y a d'un côté le côté panoplie et peut-être un peu le côté business. Et aussi parce que le côté business, justement, je trouve que c'est tout à fait juste. Et en fait, il joue sur la peur de pas mal d'hommes d'être mal habillés. Et du coup, de suivre cette règle-là, ça pourrait les rasséréner largement. Et du coup, le business va jouer là-dessus. Et en fait, ils se disent que s'ils ont la cravate et la pochette qui va ensemble, tout va bien, quoi. Ils sont dans un chemin qui est clair. Et du coup, ils font pas de fausses routes dans leur tête. Et comme et les hommes pas mal d'hommes sont pas du tout sûrs de la manière dont ils s'habillent. Je pense qu'ils aimeraient que ça puisse être aussi simple, en fait, parce qu'ils sont pas sûrs de leur goût. Et en fait, moi, le conseil que je donne, c'est si vraiment tu sais pas quoi mettre, mets la cravate que tu veux, machin, et mets une pochette blanche. C'était ma deuxième question. C'est ça, en fait, le vrai conseil de sécurité, c'est de mettre une pochette blanche et une cravate. Ou la fameuse pochette rouille d'Hugo Jacome. Ouais, alors je regarde pas trop. Il a une pochette rouille qui met souvent, c'est ça? Oui, en fait, là où je le rejoins, c'est qu'effectivement, la pochette rouille va avec tout, quelle que soit la couleur de ton costume. Ok. Et ce que vous conseillez, c'est plutôt une cravate avec un motif léger, par exemple, et une pochette pour calmer un peu Donc une pochette unie, blanche. Moi, c'est souvent ça que je fais. Ou est-ce qu'une cravate neutre et une pochette un peu plus colorée? Moi, vu que je porte la cravate et la pochette que pour les mariages, j'aime bien avoir un truc un peu swag, un peu voilà, avec de la texture, un peu de couleur, un petit brin de folie, quoi. Tu parles de la cravate, de la pochette ou des deux? Des deux. Ok. Alors quelles sont les associations de couleurs, par exemple, que tu choisis? Franchement, qu'est-ce qui marche? Moi, j'aime bien les cravates vertes, j'aime bien les cravates rouilles. J'avais une cravate bordeaux en flanelle de chez Howard's.
mais que j'ai arrêté de mettre parce que je me suis dit, c'est peut-être pas adapté pour l'été en fait. J'ai des pochettes blanches, j'ai des pochettes... Donc tu as des pochettes blanches. Ouais, et le problème auquel je suis confronté, c'est que parfois j'ai des potes qui viennent à un mariage sans pochette, donc je leur en prête une et je la revois jamais. Et c'est comme ça que j'ai 2 pochettes Awards et j'aimerais bien savoir où elles sont. Je pense que tu peux en faire le deuil, Benoît. Oui, et ça me peine. J'imagine, ouais. Nawel, tu vois quelqu'un qui porte une pochette et une cravate accordée à un mariage, tu arraches la pochette ? Non, parce que je suis plus polie que ça. Est-ce que je fais un petit regard en coin un peu dégoûté? Peut-être. Ou un petit coup de coude. Ah, mais toi non plus, tu n'aimes pas. Non, et je rejoins ce que disait vachement Jordan tout à l'heure, c'était le côté téléphoné et le côté pas fun d'assortir les choses ensemble. Et ce serait pareil pour une tenue sur une femme. Tu vas pas assortir le motif de ton foulard avec, je sais pas, un motif sur une ceinture. Ou un serre-tête. Ou un serre-tête, ce serait pas élégant. Ça ferait vraiment, vraiment cheap, je trouve. Donc chassons la facilité, c'est un peu ça le truc ? Faisons-nous plaisir plutôt. Amusons-nous. Oui, mais le type qui accorde pochette et cravate, peut-être qu'il se fait plaisir. Non. Alors si en plus il a sorti ses chaussettes à sa cravate, là c'est... Bon. Ouais, d'accord, il manque plus que le... Ça, faut pas le faire non plus. D'accord. Il y a le costume bleu roi, le cognac et les chaussures cognac. Mais ça, c'est la panoplie en fait. Et même la vraie panoplie pour moi, c'est la chemise ivoire, le costume bleu roi, les chaussures cognac un petit peu allongées, exactement, le nœud papillon Liberty associé à la pochette Liberty. Et ça, c'est la tenue de mariée standard. Oui, c'est l'uniforme en fait. Moi, j'aime bien les chaussures cognac quand elles sont belles. Quand elles sont belles. Mais pas avec un costume bleu roi. Et pas avec du Liberty, pas avec etc. Ouais, là je suis moins fan. Je vous invite à lire un très bon sujet fait par Jordan il y a quelques temps. Jordan, tu te souviens, tu étais encore jeune, sur le costume bleu roi. Et pour dire combien il n'aimait pas le costume bleu roi. Et nous on n'aime pas le costume bleu roi non plus. Moi j'aime pas les pulls manches courtes et Jordan n'aime pas le costume bleu roi. Une question de Pascal. Un jean one wash a-t-il un potentiel de délavage équivalent à celui d'un jean brut ? Pour moi quasiment. Honnêtement, pour moi, quasiment. Vous me dites en 2 mots ce qu'est one wash ? Un one wash, c'est quand le jean, une fois qu'il est tissé, on lui fait un lavage. Un premier lavage. Voilà, un premier lavage. Contrairement à un jean vraiment brut, où qu'il n'y a pas de lavage. Mais le one wash permet vraiment d'assouplir la toile. C'est plus confortable, quoi. Oui, nous, on l'a très bien vu avec notre Renji brut. Quand tu l'as brut, c'est plus pour les connaisseurs. Mais quand tu mets un petit one wash, il est beaucoup mieux, je trouve. D'accord, donc c'est plus pour des considérations de confort que d'esthétique qu'on fait un one wash ? Oui, clairement, c'est plus pour avoir une toile un peu plus souple. Donc on peut rassurer Pascal, le potentiel de délavage. Ah ouais, honnêtement, pour moi, c'est vraiment la même chose. Hein. Jordan, tu veux pas contredire Benoît ? Est-ce qu'il pose pas le problème à l'envers quand même ? Eh bien si, non, je pense que le potentiel est légèrement moindre, mais je pense que c'est vraiment pas grand-chose. Mais tu abordes mes propos. Je pense qu'on est presque tous d'accord. Une dernière question posée par Victor, elle était destinée, je pense, Benoît. Y a-t-il des fournisseurs qui possèdent le monopole sur la fabrication d'une matière ? Ah, ça c'est une très bonne question. Je pense à la Vigogne. Ah mais là, tout petit. Ouais, la Vigogne, effectivement. Ouais, l'Europiana. Ils ont le monopole ou pas ? Il y a quasiment que qu'ils en font, je crois. T'as la Vigogne avec le truc avec les fleurs de lotus. Oui, c'est vrai, ils ont ça aussi. Je réfléchis, tu dois avoir Scabal, c'est les seuls à faire du tissu de costume avec des éclats de diamants dedans. Ouais, c'est des choses très, très particulières. Ouais, mais sinon, il n'y a pas de fournisseur qui a le monopole sur le coton, pas sur la laine. Sur des types, tu vois, de coton. Non, ça peut être sur du tissu technique à la limite. Tu vois, avec le ventile. Le ventile, c'est ventile. Mais du c'est coup. Un tissage, enfin c'est un. Ouais, c'est aussi un coton. Il faut un coton assez particulier pour le faire, le ventile, mais. La laine, le cachemire, le lin, enfin tout ça, non, il y a beaucoup de fournisseurs. Il y a le cordovan, mais il y a plusieurs fournisseurs de cordovan, il y en a 3 de mémoire. Ouais, mais je pense que c'est clairement Orwin qui a quand même la plus grosse part de marché. On n'est pas loin du monopole, là, pour le coup. Ouais, peut-être en matière technique à la limite. Enfin, non, tout ce qui est à l'origine d'un brevet, en fait. Exactement. Voilà. Je crois que c'est une belle conclusion. Non, mais tu as tout ce qui a avec du Dynéma, du X-Pac, tout ce genre de choses-là aussi. Mais c'est pareil, c'est des brevets, je pense, c'est des techniques. Tout à fait. C'est patenté. Le mot en anglais. Hein. Genre, c'est pas une tentation. C'est hein. ça. C'est patenté. C'est patented. Je sais pas trop comment on dit en anglais. C'est breveté. C'est breveté, voilà. C'est breveté. Écoutez, merci à tous pour ces échanges. N'hésitez pas évidemment à commenter, à poser des questions. Tout le pôle édito y répondra.
Et je vous donne rendez-vous dans un mois. Encore désolé pour ces bruits de perceuse et de marteau qui, j'espère, n'auront pas trop entaché la qualité de ce podcast. Qui se sont fait discrets. Modérément discrets. Mais les travaux sont bientôt terminés, on fêtera ça avec vous. Merci à vous. Merci. Et rendez-vous dans un mois. Au revoir. Bye bye. Salut. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions. C'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboots Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête